Être impliqué dans son accident fut une chose horrible pour moi. Marco était un jeune frère pour moi. Si fort sur la moto et si doux dans la vie normale. Il va me manquer. Valentino Rossi le 24 octobre 2011. Bonjour pour une nouvelle vidéo cycle GP, donc Lionel. Aujourd'hui consacré à un événement qui s'est passé donc il y a pile 10 ans, le 23 octobre 2011. Vidéo consacrée donc aujourd'hui à Marco Simoncelli, trajectoire brisée numéro 4, élan brisé. Quel souvenir reste-t-il de Marco Simoncelli? Qu'est-ce qui reste-t-il? Qu'est-ce qui reste de ce pilote à l'heure actuelle? Des parents, une équipe, un jeune pilote français, Lorenzo Felon. Moi, à titre personnel, je me rappelle en fait de cet accident, en fait, simplement, voilà, j'étais le matin, donc nous étions le matin, donc voilà, un dimanche matin. Un dimanche matin, la moto était encore diffusée sur NT1 à l'époque. Voilà. Simplement, je devais partir, donc nous, on devait partir sur une course de vélo, le même jour. Voilà. Simplement. Et là, d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? Une moto. 3 pilotes qui se percutent. Un pilote étendu au sol, inerte. Voilà. Moi, tout de suite, je vois tout de suite d'expérience, pour l'avoir vu plusieurs fois depuis que je suis gamin, c'est fini pour moi, je pense. Et pour le coup, je vais pas trop vous résumer la carrière de Marco Simoncelli. Si vous voulez vraiment une excellente vidéo pour résumer la carrière de Marco Simoncelli, allez voir la vidéo de Ken Piche, la vidéo de Dorian. Franchement, Dorian a fait un super bon travail dessus. Une demi-heure, extrêmement bien expliqué par un mec qui est un vrai passionné de moto. Moi, je suis aucune comment c'est déjà, volonté de faire concurrent. J'ai pas du tout le même niveau de compétence et de connaissance en moto. Même si vous avez vu que j'ai comme quelques connaissances depuis le début de la chaîne, mais bon, voilà. Ouais. Donc Marco Simoncelli, lui, né le 20 janvier 1987, Tolica, juste à côté de Rimini. Puis ses parents déménagent à Coria, un tout petit village à peu près situé à 12 km du circuit de Misano, donc Santa Monica encore à l'époque. Et très tôt, le jeune Marco, en fait, très tôt les parents, en fait, de papa, Paolo et la maman Rosanna, qui sont donc des glaciers assez connus de la côte, d'ailleurs, parce que bon, c'est des gens quand même qui ont comme clients, notamment, par exemple, Marco Pantani, qui descend, par exemple, Valentino Rossi, les pilotes de moto qui descendent aussi, c'est une glacerie qui est assez réputée, les Simoncelli. Bon. Donc, le papa, en fait, il achète un petit lopin de terre à Coria, avec donc une petite ferme. Et là, donc en fait, le papa expliquait, donc dans une interview sur laquelle je suis tombé, donc il expliquait, donc il disait, donc le jeune Marco, en fait, il est déjà passionné de moto, il est piqué de moto, le jeune Marco, et il décide de lui acheter une moto, une petite mini moto. Et là, en fait, le jeune Marco, bah, il va prendre ses aises dans les allées de la ferme avec la mini moto. Il tourne avec la mini, il n'arrête pas de tourner avec la mini moto, donc il décide de l'inscrire en course et il se révèle assez doué. Il se révèle tout de suite très doué. Ensuite, il lui paye un scooter qu'il détruit quasiment immédiatement. Voilà. Ça trace tout de suite qui sera Marco Simoncelli, c'est-à-dire un jeune pilote un mec qui est pété de talent, mais qui est très fougueux, qui est un peu trop fougueux, qui serait une espèce de Gilles Villeneuve version moto, un peu, pour résumer. C'est-à-dire très rapide, mais parfois un peu trop rapide. Voilà. Donc, Marco Simoncelli donc, débute en championnat du monde, ensuite va être champion d'Italie, donc du CIV, ensuite va passer en championnat du monde en 2002, la même année que Jorge Lorenzo, voilà, en 125. Par contre, bon, contrairement à Lorenzo, ce seront des débuts timides, puisque malheureusement, par rapport à Jorge, lui en fait, il souffre d'un handicap par rapport à Jorge, c'est qu'il est très grand. Donc sur une 125, quand on est très grand, moi je le sais d'expérience en étant cycliste, quand on est très grand, on empire souvent très mal. Les années de petite cylindrée, elles seront assez difficiles. Il gagnera une première course à RS en 2004, puis une autre en 2005. Et bon, mais en gros, ce sera un bon pilote de midfield, mais ce sera pas un pilote de premier plan. Voilà. Qui tombe souvent d'ailleurs, qui provoque une grosse chute, notamment en Brno par exemple en 2003, quand il s'accroche avec un pilote nippon. Voilà. Avec Sekuguchi notamment, pour son nom. Voilà. Passe ensuite en 250 chez Gilera. Chez Gilera,
ça va se passer nettement mieux puisqu'il va commencer à progresser, à montrer un peu à montrer réellement l'étendue de son talent, son moto un peu plus puissante. Et en 2008, il va être champion du monde. Donc il sera le champion du monde sur Gilera. 2009 sera un peu plus compliqué. Et en 2010, donc il passe chez Gresini, puisque Fausto Gresini suivait de près, notamment. Voilà. Donc il passe chez Gresini en centimètres cubes, donc en MotoGP. Et là tout de suite, d'un coup, sur une moto beaucoup plus puissante et beaucoup plus adaptée à sa taille, d'un coup, voilà, il se révèle, il commence à se révéler, il est très rapide en essai, second malchassant en course, puisque, comme je l'ai expliqué, Simoncelli, c'est ça passe ou ça casse. Donc c'est-à-dire, quand ça a passé, il pouvait tenter vraiment aller jouer les bonnes places, quand ça a cassé, bah, il prenait des chutes spectaculaires, enfin vraiment des vraies chutes, et des chutes vraiment spectaculaires. Moi je me rappelle par exemple à titre personnel, en 2011, sa chute à Silverstone par exemple, où il est quasiment en tête et il se prend une énorme gamelle en laissant dépasser dans le cops, la moto, il prend une gamelle à 250 avec la moto et sous la pluie. Ouais, c'est des chutes comme ça, ou comme Reyes par exemple, ou bon, où il se prend des vols, il se prend littéralement avec la moto, bon, voilà, ouais, oui, c'est, ouais, c'est ça, c'est souvent, c'était spectaculaire, pour le MotoGP, c'était spectaculaire. Donc ça, il progresse, jusqu'à arriver en 2011 à jouer les podiums, et notamment le dernier Grand Prix, juste avant son accident, Philippe Island, il peut jouer la victoire, il terminera second finalement, voilà, mais second. C'est une sacrée progression pour un pilote qui, effectivement, à ses débuts, aurait pu rester un simple pilote de milieu de tableau. En fait, on s'attend d'ailleurs, les observateurs, moi je m'en rappelle parce que j'étais un lecteur régulier à l'époque, effectivement, de Sportbike, notamment. On s'attend qu'il joue notamment les avants en 2012, à partir de 2012, que je joue avant. Mais ça ne sera jamais le cas, malheureusement. Donc, Malaisie, week-end du 23, Sepang, Sepang, temps particulier, comme souvent Sepang, en fait, il va faire super beau, il va pleuvoir dans la nuit du dimanche. Dimanche, conditions sèches, mais à bord de la piste glissante. D'autant que la course Moto 2 s'arrête au drapeau rouge, en fait, au premier tour, suite à un énorme carton, vraiment un énorme carton, avec plusieurs pilotes, dont Axel Ponce qui va se blesser assez sérieusement, puisqu'il s'envole à 2-3 mètres de haut, il y a des motos qui volent de partout, donc le fameux virage 11 est totalement en fait noyé dans l'huile, voilà. Ce qui va apporter du danger à la course moto GP. Simon Chili en fait va faire un très bon week-end, malgré qu'il soude la chaleur, il va faire un très bon week-end, il se qualifiera 5ème. Il se qualifie donc 5ème sur la grille, il se qualifie, il part 5ème, et dès le départ en fait, on voit qu'en fait il va aller jouer un peu, il va essayer de jouer l'avant. Il va aller essayer de filouter pour jouer l'avant. Voilà. Mais, mais malheureusement, il ne passera jamais la fin du premier tour, puisque à l'entrée du second secteur, malheureusement, donc il vire un peu trop large, sans doute emporté par la vitesse, un peu par sa fougue et par la vitesse, il essaie de prendre la piste, il essaie de prendre le virage peut-être un peu trop vite, compte tenu des conditions. Et donc d'un coup, la moto va aller morte sur le vibreur. Alors normalement, effectivement, une moto sur le sec, ça monterait sur le vibreur, tu tombes pas, ou alors tu pars vers l'extérieur, tu pars dans l'air, tu vas glisser. Mais là, comme c'est encore un peu humide, la moto, elle a un comportement qui est erratique. Un comportement qui est erratique, donc il glisse. Il essaie de contrôler sa moto en se mettant vers le top pour contrôler la moto, pour forcer le virage. Mais malheureusement, ça a pour effet que la moto va raccrocher, malheureusement il partir en low-side, comme elle est en train de partir. Malheureusement la moto va raccrocher, et là ici il n'y a pas de high-side qui se passe, malheureusement ce qui va se passer c'est qu'en fait la moto, il part brutalement vers l'intérieur, quasiment à 90 degrés, et à ce moment là survient Colin Edwards et Valentino Rossi qui sont en bataille, depuis le départ, donc pour aller chercher un top 5. Mais malheureusement ce qui se passe, donc effectivement il part. Et là, malheureusement, du fait de la vitesse, on a quasiment à 200 km/h. Personne n'a le temps de réagir. Colin Edwards percute la moto avec le pilote, et malheureusement Valentino Rossi est touché par Edwards et percute tête première Simoncelli percute tête première la moto de Rossi, ce qui a pour effet d'arracher le casque de Simoncelli. Il sera retrouvé dans l'herbe. Et donc malheureusement,
ce qu'on s'attend dans ce cas-là, malheureusement. Bon, pas tout le monde s'appelle Franconcini, malheureusement. Simoncini, donc malheureusement, il va continuer à glisser. Edwards, lui, effectivement, barré par l'obstacle, fait un soleil par-dessus la moto, continue à glisser avec la moto de Simoncini. Et en fait, tout ça, c'est extrêmement con. En voulant parer la chute et se relever, en fait, il va se casser il va se briser une clavicule, soit en étant coincé par les motos, simplement. Donc, quant à Rossi réussit, on ne sait pas par quel miracle, à garder contrôle de sa moto, à comment c'est dire, à mettre la moto à laisser la moto dériver dans l'herbe tranquillement pour revenir sur la piste. Et immédiatement, Rossi expliquera plus tard qu'il demande un drapeau rouge parce qu'il voit immédiatement que c'est extrêmement grave. Donc voilà. Donc la course sera arrêtée au drapeau rouge. Edwards, lui, se relève et va voir. Et là, se rend compte malheureusement qu'il n'y a déjà plus rien à faire. Lui, il se rend compte, il explique, il se rend compte qu'il n'y a plus rien à faire, tout simplement. Et voilà, il voit le pilote étendu au sol, la nuque brisée. Voilà. Hélas, ce 23 octobre 2011, à 8h13, Marco Simoncini vient de mourir à l'âge de 24 ans, sur le circuit de Sepang, tout près de Kuala Lumpur. Il n'y a plus rien à faire. Nuque brisée, multiples traumatismes au niveau thoracique, au niveau cardiaque. Rien ne peut être tenté pour sauver Marco. Donc désormais, je vais vous laisser avec le témoignage de Colin Edwards, puis ensuite les opérations de témoignage de son père, puis de Wayne Gardner, et enfin le dernier témoignage, donc 10 ans après, donné par Valentino Rossi hier lors de la conférence de presse avant le Grand Prix. Je me suis posé 1000 questions depuis le crash. Aurais-je pu faire quelque chose? Mais en voyant les images, je me suis rendu compte que je n'aurais rien pu faire. Absolument rien. Pour éviter Marco. Valentino non plus. C'est difficile de perdre un ami. Marco était une étoile brillante. Marco était adoré de tous par son charisme et par sa personnalité. Colin Edwards, le 24 octobre 2011. J'étais à peu près sûr, mais Marco était déjà mort. J'étais à 10 mètres. Ça n'aurait rien changé. Je les ai aidés quand ils ont brancardé Marco. J'étais à côté, j'ai pris le brancard à côté du côté garde-corps. J'ai pris la main de Marco et je lui ai dit ciao Marco. Mais j'étais à peu près sûr déjà qu'il était déjà parti. Il n'y avait rien à faire, vraiment rien à faire. Mais véritablement rien à faire. Rien n'aurait changé rien n'aurait changé. Pour le reste, il aurait fallu peut-être un peu plus d'attention. Mais ces gens essaient de faire de leur mieux. Donc c'est inutile. Et ça ne rendra malheureusement pas Marco. Pour mon cas, Marco est morceau. Ils disent que Dieu l'a rappelé. Pour le meilleur, au ciel. Je ne sais pas. J'aimerais que ce soit comme ça. Donc ça c'est le père. Il déclarait ça. Et lors de l'éloge funèbre, il décrivait de cette manière suivante son fils. Marco était une personne très spéciale. Et peut-être que les gens ont compris à quoi il ressemblait. S'il devait jurer qu'il le ferait, il était comme ça. Surtout, il était honnête, il était vraiment pur. En plus de ça, c'était un guerrier. Et c'est peut-être pour ça qu'il est mort. Avait-il laissé tomber la moto? Mais dimanche dernier, il voulait gagner. Il était encore le Marco que nous avions au début de saison. Mais maintenant, il savait quoi faire, il savait tout. Honnêtement, je ne pouvais pas le croire. C'était des conneries. C'était des conneries si je disais que j'étais heureux. Cela me plaît. Mais cela me plaît. Nous avons toujours pas réalisé. Mais ça a été une très belle chose. Demain soir, après les funérailles, nous serons seuls et ce sera terrible. Et ce sera terrible. Marco était toujours disponible pour avec tous les journalistes, comme avec toutes les personnes qui venaient le déranger pendant qu'il mangeait. En fait, il me grondait quand je me plaignais. C'est comme ça qu'il était. Marco n'a jamais été mal jugé.
Et il a toujours été jugé pour ce qu'il était. Et, et de la façon dont il s'est présenté. Je l'aimais, il m'aimait. Marco était génial, c'est tout. Quel dommage. Il avait besoin de tout, ce qui l'entourait, de tout ce qui l'entourait pour le travailler. Il avait besoin d'Aligi de Galeno, son gourou et technicien en chef, son équipe, son père, ce qui l'énervait parfois d'ailleurs, comme il me disait. Avant le début, nous nous serrions la main et nous nous embrassions, comme je l'ai fait dimanche aussi, mais je me suppose que je me suis trompé. Il aimait toutes les choses simples qu'il avait, donc il aimait sa maison, il aimait son chien, il aimait l'herbe, il préparait il préparait la Malaisie, qui pour lui allait être toujours difficile. Au niveau de l'alimentation, il avait pris un bain glacé pour se rafraîchir avant la course. C'était parfait. Il était sûr qu'il s'en sortirait bien. À la maison, il avait dit papa. Donc effectivement, donc c'était donc l'interview de son père qui avait été donnée juste après sa mort, donc en 2011. Effectivement, donc vous voyez qu'en fait, effectivement, son père essaie de résumer un peu la situation de manière simple, en fait. De manière simple. On voit bien qu'effectivement, son père, il est quand même dévasté, quand même. C'est ce qui amènera d'ailleurs à la création, quelques années plus tard, du team SIC 58, dans lequel courent Lorenzo Felon et Tatsuaki Suzuki. Voilà, donc, puisque effectivement, ses parents décident de créer une fondation en l'honneur de leur fils. Voilà, pour que Marco Simoncelli soit jamais oublié. De toute façon, il n'a jamais été oublié d'ailleurs. Que ce soit par son meilleur ami, par son mentor notamment, ami et père proche et mentor Valentino Rossi, par Loris Capirossi, la référence, qui a quand même pris l'honneur de porter son numéro lors de sa dernière course au Grand Prix suivant, à Valence. On voit bien que sa pilote, effectivement, qui 10 ans après a quand même laissé une vraie mémoire, parce que c'est vrai qu'en plus Simoncelli, effectivement, c'est un pilote qui était quand même particulier, comme c'est un pilote quand même qui détonne un peu dans ce milieu. Comme Rossi à son époque, c'est-à-dire que c'était un grand, avec une énorme tignasse, avec des cheveux très crépus, une énorme tignasse afro, voilà, et puis comme Rossi, toujours capable de faire des vannes, en fait, comme gars. Peut-être une version un peu plus sérieuse d'ailleurs que Rossi, mais ouais, une version un peu à la Rossi, un peu, comme pilote. Donc effectivement, ce 23 octobre, c'est un pilote qui effectivement qui n'a pas été oublié, voilà, 10 ans après. Donc, pour ma première course en championnat du monde, j'ai été impliqué dans un accident similaire en 1983 avec Franco Uncini, à Assen. Je sais ce qu'ils vont ressentir et ce qu'ils ressentiront dans le futur. Mais c'est nullement de leur faute. Il n'y avait strictement rien à faire. Les images montrent que, tout simplement, ils ne pouvaient pas éviter Marco. L'accident qui a tué Marco est aberrant dans ce sens que cela s'est produit au mauvais endroit au mauvais moment. Tout s'est lié de travers contre Marco. Je n'avais jamais rien vu de cela en 25 ans de carrière en moto. Ni sur la piste, ni en dehors. Le début de l'accident, qui est hors champ, n'est pas clair. Il perd l'avant. Et à un moment, la moto raccroche. Wayne Gardner, champion du monde 87, papa de Rémi, 2011, suite à l'accident. Marco me manque beaucoup. Surtout en tant qu'ami. Car nous nous amusions beaucoup ensemble. C'était toujours amusant avec lui. Il nous manque également en tant que pilote, car je pense que Marco aurait eu sa chance de piloter une Honda officielle en 2012 et de se battre pour le titre. Nous avons créé l'académie VR46 en son honneur, car il était le premier pilote que j'ai aidé. Il n'y a rien de spécial, et ce serait mieux que ce soit parmi nous. Mais malheureusement, cela n'est pas possible. Valentino Rossi, Misano, hier, le 20 octobre 2021. C'était Lionel, la chaîne de Cyclo GP. Pensez à liker, mettre des petits pouces bleus, c'est toujours sympa, ouais. Des commentaires, éventuellement, ça peut toujours servir. Ah, partager aussi, c'est toujours sympa quand on partage. J'ai vu ça, l'autre jour vous avez partagé, c'était sympa aussi, donc voilà. Et donc, comme je vous l'expliquais, par contre, effectivement, donc j'aurais dû sortir la vidéo donc de Jeff Krosnoff la semaine dernière, et en fait, j'ai eu du gros travail sur la chaîne principale à côté, donc
J'ai eu énormément travaillé sur la chaîne principale. J'ai beaucoup travaillé sur le vélo. J'ai eu énormément travaillé sur le vélo aussi. Donc, ouais, donc, malheureusement, la vidéo sur Jeff Krosnoff, je la sortirai juste après. Juste après, donc là, vous aurez pour le coup, vous aurez 2 vidéos pour le prix d'une. Ça, voilà. Donc, c'était Lionel, donc la chaîne Cycloverne. Cycloverne, Cyclo GP d'ailleurs, parce que bon. Là, je regroupe les deux chaînes. Voilà, donc Cyclo GP, ma seconde chaîne. Cycloverne, ma première chaîne. D'ailleurs, je vous invite à aller faire un tour sur ma première chaîne, d'ailleurs, qui est toujours intéressant. Là, vous avez une belle présentation de la saison de cyclocross. Alors, cyclocross, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de croisement entre de rallycross, de motocross et du cyclisme. Donc voilà. Donc, ouais, donc c'est au revoir et puis bonne soirée.